Bonsoir à tous. Dans les titres de ce 20h, la fin de la visite au Sénégal du président Adama Barrow. La Gambie et le Sénégal ont décidé d'élever leur niveau de coopération. Des partenariats stratégiques ont été signés en matière de défense et de sécurité, de tourisme également. Le poisson se fait rare dans le panier de la ménagère. Depuis quelques semaines, les Sénégalais en trouvent difficilement. Et si c'est le cas, il coûte très cher. Nous verrons pourquoi dans ce journal. Et de deux, Alain Gomis remporte l'étalon de Yenenga pour son film Félicité. Le palmarès de la 25e édition du plus grand rendez-vous africain du cinéma et de la télévision est tombé il y a un moment. C'est également le clap de fin du festival. Le président Adama Barrow a quitté Dakar en milieu de journée à l'issue d'une visite officielle de 3 jours. Le chef de l'État gambien et son épouse ont été raccompagnés par le président Macky Sall et la première dame, Madame Mariam Sall. D'autres autorités civiles et militaires étaient présentes à l'aéroport Omar Nying. Ainsi, le président Adama Barrow quitte le Sénégal au bout d'une visite officielle de 3 jours. 72 heures qui ont révélé une entente cordiale entre les deux chefs d'État, à l'image des liens qui unissent les deux peuples. Comme à l'arrivée, la République s'est mobilisée autour du président Macky Sall et de la première dame, Madame Mariam Sall, pour raccompagner le président gambien et son épouse. Avec le président Macky Sall, Adama Barrow pose donc un jalon important dans la marche du peuple sénégambien. Les relations entre le Sénégal et la Gambie se renforcent avec cette visite. Les présidents Macky Sall et Adama Barrow ont réaffirmé leur ferme volonté de renforcer donc cette coopération. 3 accords ont été signés ce matin. C'était en présence des chefs d'État. C'est dans les domaines de la défense et de la sécurité, des affaires consulaires et du tourisme. Ce sont les principaux secteurs visés. Aboubakar Kane. À travers la visite officielle du président Adama Barrow au Sénégal, Dakar et Banjul entendent donner une nouvelle dynamique à leurs relations. Dans l'esprit des liens historiques et multiséculaires qui unissent la famille sénégambienne, les présidents Sall et Barrow veulent impulser un nouveau souffle à la coopération bilatérale. 3 accords ont ainsi été paraphés entre les deux parties. Le premier étant relatif à la défense et à la sécurité. Après les accords de 1965 et 2010 dans ce domaine, il s'agit aujourd'hui de renforcer la coopération bilatérale en l'adaptant aux nouveaux défis sécuritaires. Les menaces aujourd'hui sont transfrontalières. Nous avons parlé de la criminalité transfrontalière. Il s'agit pour nous, pour les deux pays, de s'unir, de développer une certaine synergie, en tout cas des efforts pour pouvoir lutter contre ces menaces-là. Nous allons renforcer notre coopération militaire pour mettre en place un espace sécurisé où règne la paix et la stabilité. Nos deux pays en ont besoin. Plusieurs accords ont déjà été signés dans le passé, mais aujourd'hui, il s'agit de franchir un nouveau cap et de redynamiser cette coopération. Entre le Sénégal et la Gambie, c'est plus que des liens géographiques, c'est un même espace qu'il faudra sécuriser. Dans cette nouvelle dynamique, les forces armées gambiennes et sénégalaises entendent unir leurs efforts pour notamment sécuriser le trafic au niveau des frontières. Cette nouvelle dynamique de la coopération entre les forces de défense et de sécurité nous permettent de mener ensemble des exercices communs, des patrouilles communes le long des frontières. Ensuite, ça nous permet également de faire des patrouilles conjointes. Tout cela, cette dynamique nous permet en tout cas de contrôler nos frontières, qui se caractérisent par leur porosité. Et jusqu'à présent, nous ne pouvions pas seuls
ni le Sénégal ni la Gambie faire face à ces menaces-là. Le second accord porte sur les affaires consulaires. Il vient réviser le protocole d'assistance consulaire de 1973. Quant au troisième accord, il témoigne de la volonté du Sénégal et de la Gambie de promouvoir un tourisme intégré. Entre autres actes forts posés par les deux chefs d'État, la décision de mettre en place un conseil présidentiel pour élever à un niveau de partenariat stratégique les relations bilatérales. Les présidents Sall et Barrow ont aussi exprimé une ferme volonté de finaliser les travaux du pont Trans-Gambie. Le président Macky Sall a également élevé son homologue Adama Barrow à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Lion. En présence de leurs épouses, les deux chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toujours œuvrer pour une coexistence pacifique. Une nouvelle page s'ouvre ainsi pour parvenir à une Sénégambie des peuples. La visite officielle du président Adama Barrow au Sénégal a été sanctionnée par un communiqué conjoint. Les deux parties ont convenu de travailler à la redynamisation de la commission sous-régionale des pêches. Les deux chefs d'État ont aussi réaffirmé leur volonté d'instaurer des relations de coexistence pacifique. Le communiqué final est lu par le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. Au cours de la visite, les deux chefs d'État ont eu plusieurs entretiens qui se sont déroulés dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle, empreinte d'une grande cordialité. À cette occasion, ils ont décidé de renforcer les axes de la coopération entre les deux pays pour en faire un modèle de partenariat fraternel, durable, confiant et mutuellement bénéfique. À cette fin, les deux chefs d'État ont décidé d'élever les relations bilatérales entre les deux pays à un niveau de partenariat stratégique. Dans ce cadre, ils ont décidé de mettre en place un conseil présidentiel qui se réunira tous les 6 mois, alternativement en Gambie et au Sénégal, sous la présidence conjointe des deux chefs d'État. Ce conseil présidentiel se penche sur toutes les questions d'intérêt bilatéral et donne des orientations aux deux gouvernements pour approfondir la coopération entre les deux pays. Le suivi de la mise en œuvre des décisions du conseil présidentiel est assuré par le comité permanent sénégalo-gambien, co-présidé par le vice-président de la Gambie et le Premier ministre du Sénégal. Les deux chefs d'État ont exprimé leur ferme volonté d'œuvrer à la finalisation rapide des travaux du pont Trans-Gambie et des postes de contrôle juxtaposés, de même que ceux de la Commission sénégalo-gambienne de gestion des frontières, et ont donné à leurs ministres concernés les directives nécessaires à cet effet. Les deux chefs d'État ont également donné des orientations à leurs gouvernements respectifs en vue d'entamer, dans les meilleurs délais, les discussions pour l'approfondissement de la coopération dans le domaine des transports aériens et maritimes. Au cours de la visite, 3 accords portant sur les domaines suivants ont été signés. La défense et la sécurité. Accord en matière de défense et de sécurité. Cet accord renforce la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité en l'adaptant aux nouveaux défis. Les affaires consulaires. L'accord sur l'assistance consulaire qui révise le protocole d'assistance consulaire de 1973 en mettant davantage l'accent sur la représentation consulaire dans les États tiers. Le tourisme. Accord de coopération dans le domaine du tourisme qui permettra de développer le tourisme inter-État et de promouvoir un tourisme intégré entre les deux pays. Les projets d'accord sur la justice, la pêche, les transports et la foresterie ont été examinés et seront finalisés, ainsi que les autres projets qui seront soumis ultérieurement en vue de leur finalisation rapide dans un délai maximum de 3 mois. Au plan multilatéral, les deux chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment d'ordre politique, économique et sécuritaire au plan sous-régional, régional et international. Dans ce cadre, ils se sont engagés à travailler à la redynamisation de la Commission sous-régionale des pêches qui regroupe la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cabo-Verde, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone pour en faire un instrument plus dynamique et plus efficace dans la mise en œuvre des objectifs qui lui sont assignés. Le président Macky Sall a réitéré ses remerciements à son homologue et au peuple gambien, amis et frères,
pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui lui ont été réservés en sa qualité d'invité d'honneur des activités commémoratives du 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie le 18 février 2017. Il a renouvelé ses vives félicitations au président Adama Barrow pour la réussite totale de cette manifestation. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur ferme volonté commune d'instaurer des relations de coexistence pacifique, de bon voisinage et de fraternité fondées sur le respect mutuel et la confiance. À ce propos, le président Adama Barrow a annoncé la levée officielle de toutes les restrictions sur la pêche maritime et fluviale qui avaient été imposées aux acteurs sénégalais de la pêche opérant en Gambie. Durant son séjour, le président Adama Barrow a visité les chantiers de Diamniadio et a rendu des visites de courtoisie aux familles religieuses à Tivaouane, Louga, Touba, Kaolack et Yoff. Au terme de la visite, son Excellence, Monsieur le Président Adama Barrow, a adressé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, au gouvernement et au peuple sénégalais pour l'accueil particulièrement chaleureux et les délicates marques d'estime et d'attention qui lui ont été réservées, ainsi qu'à sa délégation. Le président Adama Barrow a invité le président Macky Sall à effectuer une visite d'État en Gambie. Cette invitation a été acceptée avec plaisir. Les dates de la visite seront fixées d'un commun accord par la voie diplomatique. Fait à Dakar le 4 mars 2017. Le communiqué conjoint sanctionnant la visite du président Barrow au Sénégal lui par le ministre Mankeur Ndiaye. Touba et Kaolack ont également reçu la visite du président Adama Barrow. À Kaolack, le chef de l'État gambien s'est rendu à Medina Baye et à Touba Sanokho. C'est après la ville sainte de Touba où il a effectué la prière du vendredi, les temps forts avec Ibrahim Ndaw. Ville sainte de Touba, le président Barrow a été accueilli dans la grande mosquée pour la prière du vendredi. Après avoir effectué les 2 rakas, le président gambien s'est rendu à la résidence Khadim Rassoul, accompagné du Khalif général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Une visite au pas de reconnaissance. Pendant la campagne présidentielle gambienne, nous étions venus ici accompagnés d'un disciple mouride pour solliciter les prières du Khalif général Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Alhamdulillah, aujourd'hui, ces prières sont exaucées et c'est pourquoi nous sommes revenus ici dans la ville sainte pour lui témoigner notre reconnaissance. Touba est une ville bénie par son fondateur, Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul. C'est pourquoi toute personne qui y passe pour solliciter des prières, ces prières sont exaucées par la grâce divine. Et aujourd'hui, le président gambien en constitue une parfaite illustration. Après avoir reçu les prières du Khalif, encore dans les airs, cap sur Kaolack. Et le voilà qui arrive à bord de l'hélicoptère présidentiel. Moins d'une demi-heure seulement aura suffi pour atterrir au stade Lamine Gueye de Kaolack. Ici, dans la région centre, le président Barrow se rendra d'abord à Medina Baye la Sainte, mais aussi à Touba Sanokho. Direction Medina Baye. Sur place, le président et sa délégation ont été accueillis dans la ferveur religieuse. Après quoi, le nouvel homme fort de Banjul est revenu sur le soutien, ainsi que les prières de la famille de Cheikh al-Islam pour une issue heureuse de la crise gambienne. Baye Niasse est un homme multidimensionnel. En tout cas, nous les Gambiens, nous en savons quelque chose. Parce qu'au moment de la crise gambienne, une délégation de Medina Baye s'est déplacée jusqu'en Gambie pour me rassurer du message du Khalif. Nous sollicitons encore d'autres prières. C'est vrai que la Gambie et le Sénégal sont 2 États, mais en réalité, c'est un seul peuple qui partage les mêmes cultures, les mêmes pratiques, presque tout. C'est pour dire tout simplement que la Gambie et le Sénégal sont certes 2 pays, mais liés par l'histoire. Après avoir formulé des prières pour la réussite de ces nouvelles missions,
Le Khalif Cheikh Tidiane Ibrahim Niass a aussi remis un lot de cadeaux à l'hôte du jour. Et c'est au tour de Touba Sanokho, à une dizaine de kilomètres de Kaolack, de recevoir le président. Sur place, Adama Barrow s'est livré au même exercice devant El Hadji Mamadou Sanokho. Le guide religieux a magnifié le rôle joué par le président Sall dans la crise gambienne. Il a aussi formulé des prières pour la réussite de Adama Barrow dans ses nouvelles fonctions de président de la République. Le cortège prend le chemin du retour au moment où l'astre du jour se meurt. Visite au Sénégal du président Adama Barrow qui a quitté Dakar. C'était donc ce samedi une fin de visite. Donc l'autre actualité de ce samedi, je vous le disais dans les titres, c'est la consécration de notre compatriote Alain Gomis qui remporte l'étalon d'or de Yenenga. C'est au 25e festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Pour en parler avec nous, nous avons en direct Oumindour. Bonsoir. Bonsoir cher, belle moisson donc pour le Sénégal avec 6 prix. Alain Gomis qui aussi réédite son exploit de 2013 en remportant l'étalon d'or de Yenenga avec son très beau 4e long métrage félicité. C'est un portrait touchant d'une mère courage, chanteuse de cabaret à Kinshasa qui doit trouver de l'argent en urgence pour sauver son fils victime d'un accident de moto. Et selon les mots du président du jury, le Marocain Nourdine Sahel, ce film leur aura fait atteindre un stade de félicité. Cette coproduction France-Sénégal, Gabon, Liban et Belgique poursuit donc sa route avec brio, un voyage entamé il y a 2 semaines avec le Grand Prix du jury à la Berlinale, ce qui en faisait d'ailleurs un des grands favoris de cette édition du Festaco. Mais ce n'est pas là le seul succès du Sénégal dans cette 25e édition du festival, car c'est Ousmane William Bay qui repart avec le Grand Prix dans la section documentaire pour son film Cheikh Anta, un prix qu'il a dédié à Marie-Louise Maes Diop, veuve du professeur Cheikh Anta Diop, qui est décédé le 4 mars 2016, un an donc exactement jour pour jour. En plus de cela, William Bay repart avec le prix de l'Union européenne et de l'ACP. Autre victoire du Sénégal, le premier prix dans la section série pour l'Ahadouane avec Tundu Wundu, un thriller alsant qui a obtenu les faveurs du jury. Je rappelle qu'Alain Gomis décroche aussi le prix UE-ACP en fiction. Et c'est le Béninois Sylvestre Amoussou pour l'orage africain qui remporte l'étalon d'argent et le podium est complété par Saïd Khalaf du Maroc pour son film Mile in My Shoes. Avec ce 2e étalon d'or de Yenenga, Alain Gomis égalise donc le record du cinéaste malien Souleymane Cissé, le seul réalisateur à ce jour détenteur de 2 étalons d'or avec Barre en 1979 et fini en 1983, un record vieux donc de 34 ans. Oumindour, merci. Vous reviendrez donc en image sur tout cela dans nos prochaines éditions. 14 morts et plus de 20 blessés. C'est le bilan de l'accident survenu ce vendredi après-midi. C'était sur l'axe Nioro-Dinguiraye. Un bus a heurté un car Ndiaga en provenance de Porokhane. Le ministre des Infrastructures s'est rendu ce matin sur les lieux du sinistre. Ibrahima Ndong. Des images qui en disent long sur la violence de l'accident. Un choc frontal entre ce car Ndiaga en provenance de Porokhane rempli de passagers et ce bus en partance de Porokhane à la recherche de clients. Bilan, 14 morts, dont 10 sur le coup. Il faudra que les gens comprennent qu'on ne peut pas maximiser un profit. On ne peut pas, dans des événements pareils, faire des rotations, 5 rotations, 10 rotations. C'est à peu près ce qui s'est passé. L'autre point que je déplore, c'est que le conducteur du bus avait 21 ans. Selon nos informations, le bus a dérapé avant de heurter le car, un car qui avait déjà dépassé le nombre requis. Le Ndiaga qui était à 57 ou 59, quand même sur une capacité de 42, vous voyez encore la surcharge. 42, vous mettez 57, si des choses pareilles se produisent, bon, vous voyez ce qui se passe. Avant de se déplacer sur le lieu du sinistre, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres s'est passé au centre de santé de Nioro. Sur place, Mansour Eliman Khan a apporté soutien et réconfort à certaines victimes de l'accident.
Nous saluons vraiment le soutien des autorités. Cela nous va droit au cœur, surtout en pareil moment. Je n'ai rien vu venir. Franchement, je ne peux pas vous donner des détails. En tout cas, j'ai entendu un bruit fort. L'état des victimes est très stable. Très stable. C'est des malades qui peuvent sortir, hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Entre hier et aujourd'hui, on a reçu 21 victimes. Des états quand même gravissimes. On a eu 3 décès en cours de route qui devaient aller sur Kaolack. Malgré la réaction rapide des sapeurs-pompiers le vendredi jour de l'accident, le bilan était déjà lourd. Le bilan sur le coup, on a eu 59 victimes, 10 graves, 38 légers et 11 corps sans vie. Nous déplorons vraiment le comportement de certains chauffeurs, des chauffeurs qui veulent se faire de l'argent en un temps record. Une situation qui est souvent à l'origine de conséquences désastreuses, comme on le voit aujourd'hui. Les surcharges pendant les événements religieux sont souvent fréquentes. Désormais, des mesures seront prises pour faire face à cette situation selon les autorités. Pendant ce temps, une partie de ce car immatriculé DK 1564N s'est transformée en ferraille. On ne le dira jamais assez, prudence sur les routes. Le haut commandant de la gendarmerie nationale a effectué une visite de prise de contact et d'orientation opérationnelle dans la Légion Nord. Une inspection de 3 jours du général de division Maïsagnan qui a fait l'état des lieux des forces de gendarmerie déployées à travers le territoire national. Aminata Mbengfal. Cette visite du haut commandant de la gendarmerie dans la Légion Nord a pour objectif d'examiner les problèmes en profondeur pour mieux s'imprégner des conditions de travail des gendarmes déployés à travers le territoire national. À la suite de ma prise de fonction, j'étais dans la région de Saint-Louis la semaine dernière et il me restait donc à visiter les unités frontalières implantées dans la région de Matam. Et donc je suis venu pour m'enquérir de leurs conditions de travail, constater certains manques relatifs aux effectifs, relatifs également au matériel. La stratégie d'action du haut commandant de la gendarmerie privilégie une approche globale. Cette visite a non seulement intégré les unités et les personnels de la gendarmerie, mais également les autorités administratives et locales, dont les préoccupations sécuritaires constituent la principale ligne d'action de la gendarmerie. Avec les moyens qui seront dégagés par M. le Président de la République, je pense que nous allons très rapidement satisfaire ces requêtes pour que notre pays soit à l'abri de l'insécurité, à l'abri des attaques terroristes. Au terme de sa visite, le général de division a rassuré le personnel. Selon le haut commandant de la gendarmerie nationale, les moyens seront bientôt renforcés pour permettre aux hommes en bleu de mener à bien leur mission. Le président Macky Sall sera à Matam mercredi et jeudi prochain. Parmi ses activités, il procédera à la mise en marche du système d'électrification de Saré Aliou, un village du département de Matam, une réalisation du PUDC appréciée à sa juste valeur par les populations qui attendent avec impatience l'arrivée du chef de l'État. C'est un reportage signé Oumou Kalson Sall. Saré Aliou, un des premiers villages de la région de Matam, a bénéficié du volet électrification rurale du programme d'urgence de développement communautaire. Les travaux en phase de finition ont coûté 123 millions de francs CFA. L'objectif, n'est-ce pas, c'est de réaliser 20,67 km, n'est-ce pas, de ligne moyenne tension pour le raccorder au réseau existant et réaliser 4,9 km de réseau basse tension pour distribuer l'électricité à l'intérieur de tout le village. En tirant la ligne de Saré Aliou, nous avons traversé un autre village qui s'appelle Laolao, qu'on va électrifier en même temps. À peu près 2000 habitants qui seront touchés par le réseau. Pour ces habitants, c'est un grand soulagement de voir leur vieille doléance satisfaite par le président Macky Sall.
L'utilité de l'électricité n'est plus à démontrer. Nous étions presque coupés du monde. On n'était pas informés parce qu'on ne regardait même pas la télévision. On remercie vraiment le président de la République. Vraiment, nous remercions le président de la République. Avant d'être élu, le président Macky Sall est venu ici. Et aujourd'hui, il a tenu toutes ses promesses. D'abord, une piste rurale a été réalisée, puis un forage, et maintenant, on a l'électricité. Tout le monde est content. Le PUDC a déjà engagé les travaux d'électrification d'autres localités de la région. Des milliers de Matamois vont entrer dans une nouvelle ère. Concernant toute la région de Matam, nous avons dans notre programme 56 villages qui seront électrifiés. À peu près 42 000 personnes pour un coût de 1,5 milliard de francs CFA. Le président Macky Sall est attendu à Sareliou ce mercredi pour la mise en marche du système d'électrification. Les populations se disent prêtes à lui réserver un accueil inoubliable. Le président Macky Sall qui sera donc mercredi et jeudi prochain à Matam. Il démarre sa tournée demain. Dimanche, il sera notamment à Saint-Louis. Saint-Louis, où nous allons retrouver Ibrahima Diédhiou. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir cher Traoré. Alors Ibrahima, comment se prépare cette visite du chef d'État là-bas à Saint-Louis? Tout d'abord, cher, bienvenue à Saint-Louis, l'ancienne capitale du Sénégal, qui accueille le président de la République dans le cadre de sa tournée économique dans le nord du Sénégal. Alors Saint-Louis se prépare comme il se doit pour accueillir le chef de l'État à partir de demain. Mais sachez tout d'abord, d'ores et déjà, que Saint-Louis va se doter d'une usine de transformation de produits halieutiques, un projet unique au Sénégal et qui répond aux normes internationales. Son coût, 350 millions de francs CFA. Le président va inaugurer cette infrastructure d'envergure pour le secteur de la pêche ici à Saint-Louis, une région de pêche. Et nous allons voir tout cela avec Dieyna Badia. Une usine moderne de transformation de produits halieutiques. Un ouvrage précieux que l'État met à la disposition des populations de Saint-Louis. Tout est prévu. Des salles de pesage de produits frais, de parage, de salage, de fermentation, en passant par les magasins de stockage. Les équipements mis en place visent à améliorer la production. La production annuelle est évaluée à 97 000 tonnes, ce qui correspond à un chiffre d'affaires de 11 milliards par an. Il y a la zone des fours, qui est une grande zone qui contient 60 fours. Chaque four a la capacité de contenir 80 kg, donc ce qui fait une production par fournaise, disons, de l'ordre de 5 tonnes. Et nous avons une grande aire de séchage qui fait plus de 1500 m² de séchage. Et nous avons également une autre zone qu'on appelle la zone d'épiolage, qui permet, une fois que le produit est grillé, de le préparer avant d'aller dans la zone d'emballage pour ensuite transiter vers la zone de stockage et enfin finir dans la zone de stockage et de commercialisation. L'usine va créer plus de 600 emplois permanents. Les employés seront formés et bien outillés pour faire des produits de qualité. Il y a une salle de formation, une salle d'alphabétisation et de formation aux normes, aux différentes normes qui marquent les étapes du projet. La crèche et l'infirmerie viennent renforcer le dispositif. Auparavant, le site était occupé par des femmes qui s'activaient dans la transformation de produits halieutiques avec des moyens rudimentaires. Les conditions d'hygiène et de sécurité étaient précaires. daf nu yokkaat tey boo seetee suñu dëkk bi mag ñi fi wàññeeku ñëpp saxaar su metti saan liggéey moo leen fi wàññi ndax dañ daal liggéey ci saxaar si bu ñu si gëm jàpp seen i dënn jàpp seen i yaram
fi ñu daan liggéey daan ba tàkkusaan xasee doon fi sax ñeme toog dan fi daan ragal ndax xam fi dara waru ko kon ku fi liggéey ba tàkkusaan doo fi ñeme toog comme na léegi bu ñu defalee lii su neexee sax mën na la suñu lal fanaan ndax am na ni ko fanaanukaay am na ni ko tëddukaay kon lu neex mën nañ ko def léegi macha allah. L'usine de Goroumbach, sur la langue de Barbarie, répond aux normes de qualité requises. Tout ça, ça a été pris en compte par rapport à la proximité de la mer et du fleuve. Donc des dispositions particulières ont été prises en fait, pour pallier à ça. Donc, notamment pour le type de ciment utilisé, la conception en fait, des éléments de structure par rapport à l'enrobage, parce qu'il y a l'attaque en fait, de l'eau saline. L'ouvrage est entièrement financé par l'État à près de 350 millions de francs CFA à travers le fonds minier. Une première du genre, conformément à son programme de modernisation des sites de transformation de produits halieutiques, le chef de l'État va élargir l'initiative à d'autres localités. Voilà, Djeina Badja, cher Traoré, sachez que nous allons parler justement des enjeux et de l'intérêt de cette tournée du président de la République ici dans la région de Saint-Louis, mais également à Matam. Ce sera l'autre étape. Mais tout d'abord, retenez que les populations de Goroumbach et de Guet Ndar, depuis 10 ans, souffrent des affres de l'érosion côtière. Alors la digue de protection qui sera construite ici leur apporte un soulagement total. Voyons tout cela avec Pabouna Tchaoua. Sur place, la réalité saute aux yeux. Partout, les ravages de la mer. Depuis 2008, elle a avancé de près de 700 mètres. Des centaines de maisons ont été englouties et d'autres ont résisté difficilement à l'assaut des vagues. Même là-bas, il y avait des maisons, mais elles ont disparu. La mer a fait beaucoup de dégâts. Regardez, tout est détruit, nos bagages et tout. Mais à chaque année, La digue de protection dont les travaux seront lancés par le président de la République sera longue de 3,5 km pour une valeur de 3,7 milliards de francs CFA, va fortement soulager les populations. Elles sont désemparées. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a donné des instructions au gouvernement pour que des mesures soient prises pour faire face en tout cas à ce phénomène quand même qui commence à prendre de l'ampleur. C'est ainsi qu'une mission conjointe a été organisée donc par le ministre en charge de l'hydraulique et son homologue de l'environnement et a recommandé la mise en place d'un ouvrage de protection des quartiers qui sont touchés donc, par ce phénomène. C'est en tout cas ce qui explique, ce qui motive en tout cas la construction d'un ouvrage de protection que nous appelons ouvrage de protection donc des quartiers de la langue de Barbarie. Dans les quartiers de Goroumbach, Guet Ndar ou encore Santhiaba, la reconnaissance des populations est débordante. C'était la première fois que le président de la République ñëw fi langue Barbarie dem ba frontière. C'est la première fois qu'un président de la République nous rend visite et cela veut dire qu'il est conscient de nos difficultés. Pour le remercier, nous allons lui réserver un accueil jamais vu. Ñun moolu Saint-Louis actuellement dinañ ko teeru goo xamante ni lu mësta am dina fi am. Góor gi nag moom ñi fi nekk liy dund dafa métti buñ ko waxee buñ ko waxul dafa métti. La situation que nous vivons est trop dure, mais si les autres avaient fait comme le président Macky Sall, on n'en serait pas là. C'est pourquoi nous prions pour la réussite de ce projet. yaa ngi dégg benn gën ko gàllankoor waaw ci lii mu jublu nii di def seen liggéey Sénégal gi yàlla na yéen ñëw si jàmm ak salaam delluwaat si jàmm ak salaam. Les travaux qui seront lancés demain par le chef de l'État devront durer 15 mois. Autant dire que les populations de la langue de Barbarie pourront bientôt supporter et faire face aux caprices de leur voisine, la mer. La mer, Pabouna Tchaoua, vous l'avez dit, et justement nous allons parler de tous ces projets qui seront justement mis en œuvre ici. D'ores et déjà, nous savons que l'usine de transformation de produits halieutiques est bien implantée à Saint-Louis, la région qui accueille le président de la République pour cette tournée économique. Nous sommes avec le gouverneur
de la région de Saint-Louis, Monsieur Alioune Aïdaragnan, qui est notre invité. Alors, Monsieur le gouverneur, vous accueillez demain le président de la République. Quel est l'intérêt de cette visite pour votre région? Merci de m'offrir l'opportunité de parler avec vous, avec les populations de Saint-Louis, avec les populations du Sénégal, de cette visite du chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, dans la zone nord et notamment dans la région de Saint-Louis. Visite qui va se dérouler du 5 au 7 mars 2017. C'est une tournée économique qu'il entame pour inaugurer des infrastructures hydrauliques, pour inaugurer des aires de transformation de produits halieutiques, pour poser la première pierre des travaux de réalisation de la digue de production de la langue de Barbarie sur 3,5 km, pour visiter des exploitations agricoles, Sénèque India dans le Mal, un projet sénégalo-indien, pour activer la dorsale électrique de l'île à Morphil, pour déployer les équipements post-récolte du PUDC dans la région de Saint-Louis à Podor, et enfin pour lancer les travaux de désenclavement routier de l'île à Morphil. Alors justement, sur ces différents projets, il y a un projet qui sans doute, puisque Saint-Louis est entouré par la mer et le fleuve, qui va faire la satisfaction des populations, c'est l'usine de transformation des produits halieutiques à Gorumbath. Alors, quelle perspective permet justement ce projet aux populations de Saint-Louis? C'est plus exactement une aire de transformation des produits halieutiques. En 2012, quand le président de la République est venu à Saint-Louis pour ouvrir les conseils des ministres décentralisés, il s'est aperçu que les femmes de Guet-Ndar en général, la langue de Barbarie, de Gorumbath en particulier, qui s'activaient dans la transformation des produits halieutiques, le faisaient dans des conditions les plus artisanales. Le président de la République a instruit son gouvernement, notamment le ministre en charge de l'industrie, pour que dans le fonds social minier, qu'il puisse y avoir un financement qui puisse donc permettre aux femmes de sortir de cette activité artisanale pour une activité à la fois industrielle et de dernière génération. C'est ainsi qu'il a été réalisé pour 350 milliards une ère de transformation de ces produits halieutiques. 350 milliards ou 350 millions? 350 millions, autant pour moi, 350 millions de francs CFA, une ère de transformation des produits halieutiques qui fait que ces femmes vendent des produits aux normes et qui sont même destinés à l'exportation. Il a permis également aux femmes de joindre l'utile à l'agréable, puisque celles d'entre ces femmes qui ont des bébés, qui ont des enfants en âge d'aller à l'école préscolaire, pourront amener ces enfants-là dans cette ère, puisque des salles de classe et des maîtres ou des maîtresses ont été affectés par l'inspection de l'éducation nationale sur ce site. Ces mêmes femmes également bénéficient d'un soutien sanitaire, puisque également il y a une infirmerie dans cette ère de transformation. Voilà ce que le président de la République a fait pour l'ensemble des femmes de la langue de Barbarie, réunies autour d'une fédération constitutive de 850 femmes. Autre volet de cette visite, c'est l'érosion côtière, Gorumbath et Guet-Ndar. Nous sommes en face justement de ces deux quartiers de pêcheurs. Comment va se présenter ce projet pour ces populations-là? Ceux qui connaissent Saint-Louis savent que la dynamique côtière fait que toutes ces habitations qui sont sur la langue de Barbarie sont sujettes à un phénomène cyclique qu'on peut appeler même raz-de-marée à une dimension réduite, qui détruit beaucoup d'habitations et qui
impacte négativement sur l'activité économique. Ce phénomène dure depuis très longtemps, depuis 60. Il s'est amplifié avec le réchauffement climatique. Le président de la République a décidé d'aider, de soulager ces populations, puisque ceux qui ne savent pas, la langue de Barbarie est peuplée c'est la plus grosse population de Saint-Louis. Le président de la République a décidé d'apporter donc le soulagement donc, à cette communauté de pêcheurs en y érigeant donc par une digue de protection sur une longueur de 3,5 km. Cette digue de protection certainement freinera la furie des eaux et permettra donc de réhabiliter l'habitation et les habitats qui ont été détruits pendant de longues années donc par ce phénomène cyclique que l'on connaît dans cette zone de Saint-Louis. Alors l'eau va couler à flot à Saint-Louis avec justement ce forage qui sera inauguré, réalisé par la SONES, la Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal. Alors demain ce sera l'arrivée du président. Qu'est-ce que ce forage va apporter aux populations de Saint-Louis qui ont également longtemps souffert de ces problèmes d'accès à l'eau potable? Ce forage fait partie d'un ensemble d'ouvrages hydrauliques composé de 3 éléments. L'usine de Khor qui a été réhabilitée, la station de pompage de Bango. Ce sont ce système composé de 2 éléments qui ravitaille Saint-Louis et sa banlieue en eau. Le château d'eau constitue l'élément final qui va permettre de réduire ce déficit en eau très important dans un quartier très populeux de Pikine. Ça permet également d'alimenter la partie de Gandon et notamment une commune très importante, la commune de Ndjebel Gandiol et certains villages qui sont sur l'acte Saint-Louis, Ndjebel Gandiol, dont Djelembam et autres. Ça permettra également aux populations d'éviter de se soustraire, surtout aux femmes, de se soustraire de ces corvées d'eau, puisqu'il nous arrivait fréquemment, entre le mois d'avril et le mois de mai, de trouver des femmes à la recherche donc, de cette liquide précieuse, puisque Saint-Louis connaissait un déficit en alimentation. Donc cette infrastructure réalisée par la SONES résoudra définitivement ces déficits en eau à Saint-Louis commune, notamment dans le Pikine et dans les villages environnants du Gandon et de Ndjebel Gandiol. Alors le château d'eau, hein, on le voit à l'entrée de Saint-Louis, vous aurez sans doute cette image dans nos prochaines éditions. Mais il n'y a pas que l'eau, il y a le spirituel, puisque le président de la République va également procéder, je pense, à l'inauguration ou au lancement des travaux de la grande mosquée de Gokhumbath. Le président de la République va poser 2 actes majeurs pour la communauté musulmane de Saint-Louis. Il va poser d'abord la première pierre d'un complexe islamique composé d'une mosquée et d'un dara moderne à Guet-Ndar. Il le fera lundi, Inch'Allah. Après l'étape de Guet-Ndar, le président de la République va poser la première pierre des travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Saint-Louis, un édifice qui date de 1848. Qui a été entamé donc, par l'érosion, parce que c'est à côté également du fleuve, qui a été entamé par les aspérités donc, liées au climat de Saint-Louis. Le président de la République a décidé d'accéder à la demande de la communauté musulmane de Saint-Louis et du Sénégal en général, puisque beaucoup de spirituels sénégalais, beaucoup de religieux sénégalais ont fait leurs études islamiques à Saint-Louis. Saint-Louis est devenu patrimoine pour eux. Le président de la République a accédé à leur demande donc pour lancer demain les travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Saint-Louis. Alors autre chose, nous sommes dans l'économique, la plateforme d'investissement, vous êtes la première région à l'avoir expérimentée, ça va regrouper des structures d'investissement de l'État, à des PME, APIX, la CEPEX, le bureau de mise à niveau. Alors pour les opérateurs économiques de votre région, sans doute une nouvelle ère va s'ouvrir. Elle ne fait pas partie des infrastructures, des structures envisagées par le président, mais nous voulons lui offrir l'opportunité de voir ce que nous avons fait, puisque lors de la 11e session du Conseil présidentiel de l'investissement
le président de la République avait décidé de faire créer au niveau de chaque zone ou dans chaque région ce qu'on appelle la plateforme de l'investissement. Nous avons saisi cette recommandation pour demander au directeur général de l'APIX de faire de Saint-Louis la première plateforme de l'investissement. Il accède à notre requête à la seule condition que nous lui offrons cet espace dédié à cette activité-là. Ce que nous avons fait à l'intérieur de la gouvernance. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est pratiquement prête, qui va accueillir toutes les structures d'appui. Vous l'avez tantôt rappelé, APIX, ACEPEX, ACEPEX, bureau de mise à niveau, et toutes ces structures également d'appui au financement, fonds GIP, fonds 6, pour permettre à tous ceux qui sont porteurs de projets d'investissement, que ça qu'ils viennent de la diaspora ou qu'ils habitent Saint-Louis ou qui sont intéressés en termes d'avantages comparatifs de ce qui se fait à Saint-Louis et des potentiels de Saint-Louis, pour que cet investisseur-là puisse se trouver dans un même espace tous les services pour monter son business. Nous accueillons également dans cette plateforme les chambres consulaires et le tout sera animé par un comité de pilotage dirigé par le gouverneur, ce qui me permettra donc de mieux animer la dynamique économique de la région de Saint-Louis. Alors, monsieur le gouverneur Alioune Badara-Niang, vous êtes un privilégié. Votre région, je voulais dire, vous êtes gâté, puisque vous allez également accueillir la levée des couleurs lundi. Je pense que c'est la première région à avoir accueilli une telle cérémonie en dehors de Dakar. Alors, comment est-ce que cela va se passer? Est-ce que les populations vont être présentes? Une première, une grande fierté pour les Saint-Louisiens que nous sommes. Je suis Saint-Louisien de cœur parce que j'administre cette région. C'est la première fois que le président de la République décentralise une cérémonie de levée des couleurs dans une région. La cérémonie va démarrer à 8h. Avant 8h, il y aura la présence de tous les corps constitués. Le président de la République sera accueilli devant son palais par le gouverneur de région, accompagné du colonel commandant de la zone militaire. Le président de la République accompagne la fanfare, donc va faire sa revue des troupes, va assister à la levée des couleurs, va saluer les enfants des écoles, puisque le président nous a instruit d'inviter tous les enfants de tous les ordres d'enseignement, du Dara à l'université. Ils sont ici avec le président de la République. Ils ont instruit également d'inviter tous les corps consultés, son gouvernement, pour ceux d'entre les ministres qui seront à Saint-Louis pour la tournée économique, seront ici avec nous, les députés, les élus nationaux, les élus locaux, les membres des assemblées, des collectivités territoriales, des chambres de métiers, chambres de commerce, le CRD, son administration, toutes les populations dans ces différentes composantes seront ici le lundi à 8h pour assister à cette première à Saint-Louis et cette première dans le Sénégal. Ce sera sur la télévision nationale, la RTS, qui s'est déployée ici dans la région de Saint-Louis pour vous faire vivre ces temps forts de cette tournée économique du président de la République à Saint-Louis et à Matam. Monsieur le gouverneur Alioune Badara-Niang, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle tout simplement qu'avant Saint-Louis, le président est attendu à Louga demain pour lancer le projet d'assainissement de 10 villes du Sénégal. 60 milliards seront déployés par l'État du Sénégal, mais il y aura également justement 251 forages qui seront construits, notamment dans la région de Louga, à hauteur de 70 milliards de francs CFA. Alors, une belle cérémonie en perspective de lundi pour la levée des couleurs. Et vous allez sans doute suivre tout cela sur nos antennes. Cher Traoré, merci de nous avoir accueillis à Dakar et restez avec nous si vous le voulez bien pour les prochaines éditions. Merci à vous, Ibrahima, et à toute l'équipe. Nous serons bien entendu ici pour suivre quand même les temps forts de cette tournée du chef de l'État dans les régions de Louga, Saint-Louis et Matam. Et vous allez nous parler de tout cela, bien évidemment. Bonsoir à vous à Saint-Louis. Dans le reste de l'actualité, une semaine après l'ouverture du Salon international de l'agriculture, le Sénégal a organisé une journée d'échange autour du thème l'agriculture, une préoccupation pour l'Afrique et une priorité pour le Sénégal. Cette rencontre a permis de revenir sur le bond significatif enregistré dans les activités agricoles au Sénégal et les défis de cette agriculture qui vise l'autosuffisance. C'est un reportage de notre envoyé spécial Hamid Diop.
Cette journée du Sénégal a été une occasion pour revenir sur la montée en puissance de l'agriculture sénégalaise. Le ministre Papa Abdoulaye Seck a expliqué devant les Sénégalais de la diaspora et les acteurs agricoles que les objectifs fixés au départ sont atteints. Pour le matériel de culture motorisé, composé de tracteurs, sonneuses, batteuses, etc., on est à une subvention de 60%. 91 000 tonnes, jamais enregistrées. Et par rapport au démarrage du PSE, c'est une croissance de l'ordre de 34%. Et on a aussi enrichi l'assortiment des produits destinés à l'exportation. Avant, ce qui se passait, on se bagarrait sur 4 produits, 5 produits. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 16 produits. On a exporté cette année 345 000 tonnes d'arachide. Après 1 an et demi de présence au niveau du marché international. Et notre pays est premier pays exportateur d'arachide en Chine. Pendant presque 3 tours d'horloge, les interventions ont permis de discuter du thème « L'agriculture, une préoccupation pour l'Afrique, une priorité pour le Sénégal ». Le Sénégal qui participe depuis au moins 17 ans à cette vitrine incontournable de valorisation, d'échanges en matière de production animale et animalière marque encore cette année une volonté publique affirmée de mettre en valeur, mais aussi de promouvoir notre potentiel rural, constitué de 6 zones agroécologiques conformément aux orientations de transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Des Sénégalais qui ont investi dans l'agriculture ont expliqué leurs objectifs et les contraintes qu'ils rencontrent. Les réponses apportées par le ministre ont été satisfaisantes. Aujourd'hui, les acteurs sont unanimes sur la question. À ce rythme, le Sénégal va bientôt nourrir le Sénégal. Aujourd'hui, dans le monde, il existe plus de 10 000 chambres. Et il y avait un président de chambre de commerce français qui disait qu'il est persuadé que même sur la planète Mars, il y a une chambre de commerce. C'est pour dire l'importance des institutions consulaires sur le devenir de notre pays. Les différents projets du ministère ont également participé à cette journée. Ils ont listé les mécanismes d'accompagnement existants dans l'octroi des terres, mais surtout dans le financement de l'agriculture. L'AFP face aux défis économiques et politiques, c'est le thème qui a réuni ce matin le parti de Moustapha Niasse, un symposium national dans l'esprit et dans le cadre des idées fondatrices de la propre identité de l'AFP. La formation politique veut mener une réflexion commune pour aboutir à des recommandations et des pistes d'action concertées. Louise Bizza. Salve d'applaudissements à l'endroit du secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès, Moustapha Niasse, fait ici une entrée triomphale à ce symposium national, un rendez-vous de dialogue dans un cadre restreint afin de tirer le viatique qui va accompagner le parti. Depuis l'appel fondateur du 16 juin 1999, vous êtes employé avec cet outil qu'est l'AFP à apporter une contribution de qualité dans la construction de notre conscience historique, levier des victoires d'aujourd'hui et de demain par la grâce de Dieu. L'AFP, sous le magistère de Moustapha Niasse, entend continuer de jouer sa partition dans ce mouvement historique pour le développement du Sénégal. Le ministre Mongom, qui a représenté le président de la République à cette manifestation, a rendu un vibrant hommage au secrétaire général de l'AFP. J'ai été témoin de plusieurs choses. Du salon de Amat Dansokho au salon feutré de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous n'avez jamais failli. L'homme n'a pas varié par la posture. Affable, vous l'avez toujours été. Courtois, vous l'avez toujours été. Fidèle, vous l'avez toujours été. Loyal, vous l'avez toujours été. Compétent, vous l'êtes et vous le serez toujours. Un moment intense de réflexion et de débat qui a enregistré une forte participation. Camarades de parti, hommes, femmes, jeunes, cadres et personnes du troisième âge ont mis à niveau leur position. Le secrétaire général du parti les exhorte à la pensée et à la compréhension. Penser et comprendre. Comprendre et assimiler. Assimiler et maîtriser. Et tout remettre entre les mains de Dieu en agissant. Voilà l'objectif de ce symposium.
Nous voulons penser et comprendre. Nous voulons savoir où aller. Fan nga jëm. Nous voulons savoir que faire. Lan la ñu war a def ci li ñu tàmbali ba pare ak ñi ñu ko bokkal te ñu teg ci ngor jiital gëm yàlla. L'AFP est aujourd'hui à la croisée des chemins. L'ambition du parti se situe dans les projectoires de performance pour une bonne représentation en nombre de députés dans la prochaine Assemblée nationale. Cette démarche sera en phase avec les alliés, partenaires engagés dans le même combat pour le Sénégal autour du chef de l'État. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a lancé à Kaffrine un projet de formation en mécanique automobile et en informatique. 50 jeunes de la région vont en bénéficier. Le 3FPT a également remis des bons de formation à des jeunes de Kaffrine. Damsila. Dans le cadre de sa tournée de lancement de projets de formation, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a fait cap sur Kaffrine. Ici, le 3FPT a lancé 2 projets de formation. Ils portent sur la mécanique automobile et l'informatique. Le projet que nous lançons aujourd'hui va permettre la formation de mécaniciens citoyens, et j'insiste sur le nom citoyen, mais aussi un renforcement de capacités en informatique au profit de 55 jeunes de Kaffrine. La nécessité d'avoir des chauffeurs bien formés, ayant des compétences de base en mécanique, mais aussi et surtout d'avoir un comportement citoyen n'est plus à démontrer dans notre contexte actuel avec la recrudescence malheureusement des accidents de la circulation. Pour un bon déroulement des projets lancés, le 3FPT a jugé nécessaire d'accompagner le Centre national de formation des maîtres d'enseignement technique et professionnel de Kaffrine. Il a construit dans le centre 2 salles de classe et a assuré en même temps l'acquisition de matériel et équipements informatiques. Le projet a été partagé avec toutes les autorités locales et les opérateurs économiques de la région qui ont salué l'initiative du centre et la démarche participative de tous les acteurs. Depuis son accession à la magistrature suprême, Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, dans le cadre des réformes pertinentes qui structurent les politiques publiques, est en train d'adapter notre système de formation aux besoins, aux attentes de notre population, notamment dans sa frange jeune. Le projet permettra de former 50 jeunes de la région de Kaffrine, s'y ajoutent 31 bons de formation remis au cours de la cérémonie. Pour former des recrutements de qualité, donc il n'y a pas que les déperditions, les talibés, les déscolarisés, mais surtout nous voulons que les jeunes s'orientent de manière de faire leur choix pour venir au niveau de la formation professionnelle. Le lancement des projets de formation et la remise de bons aux jeunes initiés par le 3FPT entrent dans le cadre de la matérialisation du plan Sénégal émergent qui, dans son axe 2, prône le renforcement du capital humain. Depuis plus d'un mois, le poisson se fait rare sur le marché. Il coûte de plus en plus très cher. Vendeurs et clients s'entendent difficilement sur les prix. Au-delà des conditions expliquées par les pêcheurs, le constat est que les ressources en poisson s'amenuisent de jour en jour. L'étier-boudjen national va forcément subir l'impact du manque de poissons frais. Sur le marché, le peu de poissons disponibles coûte très cher. Partout au Sénégal, il y a un manque criard de poissons. Le yaboïtas coûte cher. De 4 000 francs la caisse, elle est passée à 22 000 francs. Le yaboï maroc, n'en parlons pas. Avec 5 000 francs CFA, impossible de trouver du bon poisson. Le yaboï était le poisson le plus accessible. Il faut débourser 300, 400, voire 500 pour l'avoir. À Soumbédioune, le vieux pêcheur à l'UNSAR n'a que ses yeux pour constater la rareté du poisson. Ces ressources qui s'amenuisent année après année, les pêcheurs reviennent souvent de la mer avec peu ou pas de poissons. Il y a une course effrénée aux poissons. Les chalutiers pêchent de manière exagérée. Aussi, les pêcheurs artisanaux utilisent les moyens peu orthodoxes. Ainsi, la mer est pillée tous les jours, ce qui fait que le poisson se raréfie.
En plus, à cause des intermédiaires, les coûts flambent, les prix ont doublé et même triplé, ce qui crée forcément des malentendus entre clients et vendeurs. Le kilo de ce poisson frais coûte 3 000 francs alors qu'il était auparavant à 1 200. J'ai eu des déconvenues avec des clientes parce qu'elles ne comprennent pas la cherté du poisson. Les prix ont triplé. C'est dur. J'avais l'habitude d'acheter à Soumbédioune, mais là-bas, il n'y a absolument rien du tout. Si les conditions météorologiques de ces 2 derniers jours n'ont pas favorisé la disponibilité du poisson, il reste que la pêche durable et respectueuse de l'environnement est un impératif pour qu'il y ait du poisson, à volonté et tout le temps. Échanger ces médicaments non utilisés contre des points permettant d'obtenir d'autres médicaments, c'est la possibilité offerte par la plateforme Joko Santé. Elle repose sur l'éthique et permet un meilleur accès des populations aux médicaments qui constituent un casse-tête pour les ménages. Après une phase d'expérimentation réussie, le projet a été lancé à l'hôpital pour enfants de Diamniadio. L'initiative est bien accueillie par les autorités sanitaires. Omar Diaw. Après une phase pilote de 2 ans dans la région de Fatick, le projet Joko Santé passe à l'échelle. Il s'agit d'une plateforme de e-services spécialement dédiée aux médicaments et basée sur la solidarité. Joko Santé, c'est la composition donc, de 2 mots. Donc c'est le mot Jokolante, en wolof qui veut dire donner et recevoir, et santé. C'est à l'hôpital des enfants de Diamniadio que le projet est officiellement lancé. L'administration de cet établissement de soins mesure le poids des médicaments dans la chaîne hospitalière. 50% des dépenses des ménages de santé en zone urbaine sont des dépenses liées aux médicaments. Et ces dépenses sont de 75% en zone rurale. Donc les médicaments occupent une part extrêmement importante dans la prise en charge du malade. Le système repose sur des principes d'économie circulaire et croisée. On peut échanger ces médicaments non utilisés contre des points qui serviront à l'achat d'une nouvelle ordonnance. Les points sont équivalents à la valeur financière des médicaments. 1 franc CFA égale à 1 point. Et une fois que vous aurez une nouvelle ordonnance, peut-être 2 mois ou 3 mois plus tard, au lieu de payer donc, cette nouvelle ordonnance-là avec de l'argent, vous allez le payer avec des points. À travers la RSE, les entreprises peuvent attribuer en toute sécurité des points qui vont servir à des malades indigents. Cette plateforme pourra permettre, dans le cadre de la RSE, pendant ces cas sociaux, et ça améliore la solvabilité du malade, ça amoindrit les charges en termes de prise en charge sociale de l'hôpital. Et tout le monde peut acheter des points et s'offrir ainsi une sorte d'assurance sur les médicaments. Les gens pourront acheter eux-mêmes leurs points, ça veut dire qu'ils peuvent épargner peu à peu. Quelqu'un qui est à Dakar peut acheter des points et les envoyer au village. Les initiateurs de ce projet ont déjà remporté des prix. Mais cette reconnaissance n'aura de retentissement que si la plateforme aide les Sénégalais à mieux accéder aux médicaments et à une meilleure santé en général. Voyons l'actualité internationale sous forme de brèves illustrés. Nous irons aux États-Unis et en Égypte, mais démarrons par la Gambie avec la réintégration au sein de l'armée de soldats condamnés pour préparation de coup d'État. C'était sous l'ère Jammeh. C'est un récit de Seydina Lufal. Le président gambien Adama Barrow a autorisé la réintégration au sein de l'armée de 6 militaires condamnés pour préparation de coup d'État contre son prédécesseur Yahya Jammeh. Les 6 hommes avaient été condamnés par un tribunal militaire en 2015, dont 3 à la peine de mort. Ils ont repris leurs activités au sein de l'armée. Décembre 2014, un groupe d'hommes lourdement armés avait attaqué le palais présidentiel de Banjul, mais avait été repoussé par des forces loyalistes. En Égypte, 4 personnes membres d'une cellule terroriste qui préparait une attaque près du Caire ont été tuées dans un échange de tirs avec la police dans le sud de la capitale. Plusieurs attaques djihadistes revendiquées par le groupe État islamique implanté dans le Sinaï ont récemment secoué l'Égypte. La police a régulièrement fait état ces derniers mois d'opérations visant des groupuscules armés. Le président américain Donald Trump a accusé ce samedi Barack Obama de l'avoir mis sur écoute avant l'élection présidentielle. Trump a lancé cette accusation sans donner de détails ni de preuves. Une accusation qui intervient au moment où son administration est bousculée par de récentes révélations sur des contacts entre l'entourage de Donald Trump et des responsables russes pendant la campagne présidentielle et entre son élection et sa prise de fonction.
Retour chez nous avec le ministre des Sports qui concrétise une promesse faite en décembre, celle de recevoir l'ancienne gloire de Gorée. Jean-Pierre Sène, le footballeur de la première équipe nationale du Sénégal, a été honoré. C'était devant sa famille, ses amis et tout le monde du sport. Fatoumata Sawade. Après la NPS, le ministre des Sports a rendu hommage à l'ancienne gloire du football sénégalais, Jean-Pierre Sène. Une cérémonie empreinte d'émotion. L'ancien footballeur de la toute première équipe nationale du Sénégal de 1960 a été éloigné des terrains de foot suite à un accident. L'ancien de l'US Gorée a perdu un œil en recevant un ballon sur le visage, un destin qu'il a accepté. Quand j'ai eu ce malheureux accident, en un mois, parce que je devais faire une convalescence de 2 mois. Je venais juste d'entrer à la RTS. J'ai dit à mon père, papa, il faut que je continue pour aller apprendre mon métier. Le football m'a abandonné. Sa foi, sa capacité de dépassement, sa force de caractère et sa personnalité l'ont aidé à traverser et à triompher de cette dure tragédie. Il sera ensuite recruté à la radiodiffusion-télévision du Sénégal comme technicien de son. À la RTS, je lui dois tout. Une partie de ma jeunesse, je l'ai passée à la RTS. Et la RTS, j'ai eu la chance, et peut-être le malheur aussi, j'ai passé tout mon temps au service du centre de modélation. On ne m'a jamais affecté. Mais la RTS, ils m'ont amené en France faire des stages. 2 fois. La RTS, ils m'ont amené au Maroc pour faire un stage. La RTS, ils m'ont amené au Caire, Égypte, en 88, mon dernier stage. La RTS m'a amené à la Mecque. Je dois tout à la RTS. Jean-Pierre Sène, un perfectionniste, il est compté par ses collègues. Il est arrivé à la radio assez jeune, environ 19-20 ans. Et il a fait tout son cursus à l'intérieur de la radiodiffusion nationale du Sénégal. Juste après l'indépendance du Sénégal dans les années 60. Mais il fait partie de ces jeunes qui sont venus avec beaucoup d'intelligence, mais avec beaucoup d'opiniâtreté et de capacité de travail. Il avait une assiduité extraordinaire, un esprit professionnel et surtout il aimait ce qu'il faisait. Pour sa famille, c'est un père et un oncle présents et affectueux. Ce geste vient à son heure. Je remercie vraiment le ministre Matarba qui a vraiment pris l'initiative d'honorer vraiment les anciens gloires, notamment mon oncle Jean-Pierre Sène, que je nomme l'humidité personnifiée. Franchement, je suis vraiment ému, je ne trouve pas vraiment les mots, mais bon, c'est un exemple pour les générations futures. Tu vois. Tout mon souhait aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce qui a été fait ici, qu'on puisse le déplacer jusqu'aux HLM, au niveau de la mairie, pour vraiment nous sargal. L'homme Jean-Pierre Sène, c'est un homme intègre, travailleur, il a été un brillant technicien. Une promesse tenue par le ministre des Sports qui n'a pas manqué de lancer un appel à la cohésion aux sportifs. Pour qu'on mette tout en œuvre pour avoir le comité consultatif qui va regrouper l'ensemble des disciplines, surtout les doyens, les dirigeants, pour pouvoir accompagner efficacement notre sport. L'association des anciennes gloires et celle de la presse sportive, la Fédération sénégalaise de football et le CNOS vont mener la réflexion pour la création d'un musée du sport au Sénégal. Félicitations à Jean-Pierre Sène, un ancien de la maison, pour cet hommage donc qui lui a été rendu pour service rendu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Les deux chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment d'ordre politique, économique et sécuritaire au plan sous-régional, régional et international. Dans ce cadre, ils se sont engagés à travailler à la redynamisation de la Commission sous-régionale des pêches qui regroupe la Gambie,
la Guinée, la Guinée-Bissau, le Cabo-Verde, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone pour en faire un instrument plus dynamique et plus efficace dans la mise en œuvre des objectifs qui lui sont assignés. Le président Macky Sall a réitéré ses remerciements à son homologue et au peuple gambien, amis et frères, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui lui ont été réservés en sa qualité d'invité d'honneur des activités commémoratives du 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie le 18 février 2017. Il a renouvelé ses vives félicitations au président Adama Barrow pour la réussite totale de cette manifestation. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur ferme volonté commune d'instaurer des relations de coexistence pacifique, de bon voisinage et de fraternité fondées sur le respect mutuel et la confiance. À ce propos, le président Adama Barrow a annoncé la levée officielle de toutes les restrictions sur la pêche maritime et fluviale qui avaient été imposées aux acteurs sénégalais de la pêche opérant en Gambie. Durant son séjour, le président Adama Barrow a visité les chantiers de Diamniadio et a rendu des visites de courtoisie aux familles religieuses à Tivaouane, Louga, Touba, Kaolack et Yoff. Au terme de la visite, son Excellence, Monsieur le Président Adama Barrow, a adressé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, au gouvernement et au peuple sénégalais pour l'accueil particulièrement chaleureux et les délicates marques d'estime et d'attention qui lui ont été réservées, ainsi qu'à sa délégation. Le président Adama Barrow a invité le président Macky Sall à effectuer une visite d'État en Gambie. Cette invitation a été acceptée avec plaisir. Les dates de la visite seront fixées d'un commun accord par la voie diplomatique. Fait à Dakar le 4 mars 2017. Le communiqué conjoint sanctionnant la visite du président Barrow au Sénégal lui par le ministre Mankeur Ndiaye. Touba et Kaolack ont également reçu la visite du président Adama Barrow. À Kaolack, le chef de l'État gambien s'est rendu à Medina Baye et à Touba Sanokho. C'est après la ville sainte de Touba où il a effectué la prière du vendredi, les temps forts avec Ibrahim Ndaw. Ville sainte de Touba, le président Barrow a été accueilli dans la grande mosquée pour la prière du vendredi. Après avoir effectué les 2 rakas, le président gambien s'est rendu à la résidence Khadim Rassoul, accompagné du khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Une visite au pas de reconnaissance. Pendant la campagne présidentielle gambienne, nous étions venus ici accompagnés d'un disciple mouride pour solliciter les prières du khalife général Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Alhamdulillah, aujourd'hui, ces prières sont exaucées et c'est pourquoi nous sommes revenus ici dans la ville sainte pour lui témoigner notre reconnaissance. Touba est une ville bénie par son fondateur, Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul. C'est pourquoi toute personne qui y passe pour solliciter des prières, ces prières sont exaucées par la grâce divine. Et aujourd'hui, le président gambien en constitue une parfaite illustration. Après avoir reçu les prières du khalife, encore dans les airs, cap sur Kaolack. Et le voilà qui arrive à bord de l'hélicoptère présidentiel. Moins d'une demi-heure seulement aura suffi pour atterrir au stade Lamine Gueye de Kaolack. Ici, dans la région centre, le président Barrow se rendra d'abord à Medina Baye la Sainte, mais aussi à Touba Sanokho. Direction Medina Baye. Sur place, le président et sa délégation ont été accueillis dans la ferveur religieuse. Après quoi, le nouvel homme fort de Banjul est revenu sur le soutien, ainsi que les prières de la famille de Cheikh al-Islam pour une issue heureuse de la crise gambienne. Agnès est un homme multidimensionnel. En tout cas, nous les Gambiens, nous en savons quelque chose. Parce qu'au moment de la crise gambienne, une délégation de Medina Baye s'est déplacée jusqu'en Gambie pour me rassurer du message du khalife. Nous sollicitons encore d'autres prières.
C'est vrai que la Gambie et le Sénégal sont deux États, mais en réalité, c'est un seul peuple. Un peuple qui partage les mêmes cultures, les mêmes pratiques, presque tout. C'est pour dire tout simplement que la Gambie et le Sénégal sont certes deux pays, mais liés par l'histoire. Après avoir formulé des prières pour la réussite de ces nouvelles missions, le Khalif Cheikh Tidiane Ibrahim Niass a aussi remis un lot de cadeaux à l'hôte du jour. Et c'est au tour de Touba Sanokho, à une dizaine de kilomètres de Kaolack, de recevoir le président. Sur place, Adama Barrow s'est livré au même exercice devant El Hadji Mamadou Sanokho. Le guide religieux a magnifié le rôle joué par le président Sall dans la crise gambienne. Il a aussi formulé des prières pour la réussite de Adama Barrow dans ses nouvelles fonctions de président de la République. Le cortège prend le chemin du retour. Bonsoir à tous. Dans les titres de ce 20h, la fin de la visite au Sénégal du président Adama Barrow. La Gambie et le Sénégal ont décidé d'élever leur niveau de coopération. Des partenariats stratégiques ont été signés en matière de défense et de sécurité, de tourisme également. Le poisson se fait rare dans le panier de la ménagère. Depuis quelques semaines, les Sénégalais en trouvent difficilement. Et si c'est le cas, il coûte très cher. Nous verrons pourquoi dans ce journal. Et de Alain Gomis remporte l'étalon de Yenenga pour son film Félicité. Le palmarès de la 25e édition du plus grand rendez-vous africain du cinéma et de la télévision est tombé il y a un moment. C'est également le clap de fin du festival. Le président Adama Barrow a quitté Dakar en milieu de journée à l'issue d'une visite officielle de 3 jours. Le chef de l'État gambien et son épouse ont été raccompagnés par le président Macky Sall et la première dame, Madame Mariam Sall. D'autres autorités civiles et militaires étaient présentes à l'aéroport Omar Nying. Ainsi, le président Adama Barrow quitte le Sénégal au bout d'une visite officielle de 3 jours. 72 heures qui ont révélé une entente cordiale entre les deux chefs d'État, à l'image des liens qui unissent les deux peuples. Comme à l'arrivée, la République s'est mobilisée autour du président Macky Sall et de la première dame, Madame Mariam Sall, pour raccompagner le président gambien et son épouse. Avec le président Macky Sall, Adama Barrow pose donc un jalon important dans la marche du peuple sénégambien. Les relations entre le Sénégal et la Gambie se renforcent avec cette visite. Les présidents Macky Sall et Adama Barrow ont réaffirmé leur ferme volonté de renforcer donc cette coopération. 3 accords ont été signés ce matin. C'était en présence des chefs d'État. C'est dans les domaines de la défense et de la sécurité, des affaires consulaires et du tourisme. Ce sont les principaux secteurs visés. Aboubakry Kane. À travers la visite officielle du président Adama Barrow au Sénégal, Dakar et Banjul entendent donner une nouvelle dynamique à leurs relations. Dans l'esprit des liens historiques et multiséculaires qui unissent la famille sénégambienne, les présidents Sall et Barrow veulent impulser un nouveau souffle à la coopération bilatérale. 3 accords ont ainsi été paraphés entre les deux parties. Le premier étant relatif à la défense et à la sécurité. Après les accords de 1965 et 2010 dans ce domaine, il s'agit aujourd'hui de renforcer la coopération bilatérale en l'adaptant aux nouveaux défis sécuritaires. Les menaces aujourd'hui sont transfrontalières. Nous avons parlé de la criminalité transfrontalière. Il s'agit pour nous, pour les deux pays, de s'unir, de développer une certaine synergie, en tout cas des efforts
pour pouvoir lutter contre ces menaces-là. Nous allons renforcer notre coopération militaire pour mettre en place un espace sous-sécurisé où règne la paix et la stabilité. Nos deux pays en ont besoin. Plusieurs accords ont déjà été signés dans le passé, mais aujourd'hui, il s'agit de franchir un nouveau cap et de redynamiser cette coopération. Entre le Sénégal et la Gambie, c'est plus que des liens géographiques, c'est un même espace qu'il faudra sécuriser. Dans cette nouvelle dynamique, les forces armées gambiennes et sénégalaises entendent unir leurs efforts pour notamment sécuriser le trafic au niveau des frontières. Cette nouvelle dynamique de la coopération entre les forces de défense et de sécurité nous permettent de mener ensemble des exercices communs, des patrouilles communes le long des frontières. Ensuite, ça nous permet également de faire des patrouilles conjointes. Tout cela, cette dynamique nous permet en tout cas de contrôler nos frontières, qui se caractérisent par leur porosité. Et jusqu'à présent, nous ne pouvions pas seuls, ni le Sénégal ni la Gambie, faire face à ces menaces-là. Le second accord porte sur les affaires consulaires. Il vient réviser le protocole d'assistance consulaire de 1973. Quant au troisième accord, il témoigne de la volonté du Sénégal et de la Gambie de promouvoir un tourisme intégré. Entre autres actes forts posés par les deux chefs d'État, la décision de mettre en place un conseil présidentiel pour élever à un niveau de partenariat stratégique les relations bilatérales. Les présidents Sall et Barrow ont aussi exprimé une ferme volonté de finaliser les travaux du pont Trans-Gambie. Le président Macky Sall a également élevé son homologue Adama Barrow à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Lion. En présence de leurs épouses, les deux chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toujours œuvrer pour une coexistence pacifique. Une nouvelle page s'ouvre ainsi pour parvenir à une Sénégambie des peuples. La visite officielle du président Adama Barrow au Sénégal a été sanctionnée par un communiqué conjoint. Les deux parties ont convenu de travailler à la redynamisation de la commission sous-régionale des pêches. Les deux chefs d'État ont aussi réaffirmé leur volonté d'instaurer des relations de coexistence pacifique. Le communiqué final est lu par le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. Au cours de la visite, les deux chefs d'État ont eu plusieurs entretiens qui se sont déroulés dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle, empreinte d'une grande cordialité. À cette occasion, ils ont décidé de renforcer les axes de la coopération entre les deux pays pour en faire un modèle de partenariat fraternel, durable, confiant et mutuellement bénéfique. À cette fin, les deux chefs d'État ont décidé d'élever les relations bilatérales entre les deux pays à un niveau de partenariat stratégique. Dans ce cadre, ils ont décidé de mettre en place un conseil présidentiel qui se réunira tous les 6 mois, alternativement en Gambie et au Sénégal, sous la présidence conjointe des deux chefs d'État. Ce conseil présidentiel se penche sur toutes les questions d'intérêt bilatéral et donne des orientations aux deux gouvernements pour approfondir la coopération entre les deux pays. Le suivi de la mise en œuvre des décisions du conseil présidentiel est assuré par le comité permanent sénégalo-gambien, co-présidé par le vice-président de la Gambie et le Premier ministre du Sénégal. Les deux chefs d'État ont exprimé leur ferme volonté d'œuvrer à la finalisation rapide des travaux du pont Trans-Gambie et des postes de contrôle juxtaposés, de même que ceux de la Commission sénégalo-gambienne de gestion des frontières, et ont donné à leurs ministres concernés les directives nécessaires à cet effet. Les deux chefs d'État ont également donné des orientations à leurs gouvernements respectifs en vue d'entamer, dans les meilleurs délais, des discussions pour l'approfondissement de la coopération dans le domaine des transports aériens et maritimes. Au cours de la visite, 3 accords portant sur les domaines suivants ont été signés. La défense et la sécurité. Accord en matière de défense et de sécurité. Cet accord renforce la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité en l'adaptant aux nouveaux défis. Les affaires consulaires.
l'accord sur l'assistance consulaire qui révise le protocole d'assistance consulaire de 1973 en mettant davantage l'accent sur la représentation consulaire dans les États tiers. Le tourisme, accord de coopération dans le domaine du tourisme qui permettra de développer le tourisme inter-État et de promouvoir un tourisme intégré entre les deux pays. Les projets d'accord sur la justice, la pêche, les transports et la foresterie ont été examinés et seront finalisés, ainsi que les autres projets qui seront soumis ultérieurement en vue de leur finalisation rapide dans un délai maximum de 3 mois. Au plan multilatéral,